j'espère que tu vas bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue te chatouiller les tympans, mais j'ai eu soudainement envie de reprendre le micro pour évoquer une petite phrase que j'entends souvent. Oui, mais j'ai toujours fait comme ça et je n'ai jamais eu de problème. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et tu écoutes mon podcast Autour d'un café gras, dans lequel je parle de perte de poids et de bien-être en général et d'alimentation réduite en glucides en particulier. Aujourd'hui, je suis de retour pour te parler de cette phrase qu'on me rétorque souvent. Oui, mais j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché. Ou j'ai toujours fait comme ça et ça n'a jamais posé problème. Par exemple, dans mon dernier livre, j'explique que le café à jeun dès le saut du lit peut être problématique. Lorsque j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, de nombreux accros au petit noir, dont je fais partie, entendons-nous bien, de nombreux adeptes de l'or noir donc, m'ont rétorqué qu'ils avaient toujours pris un café au réveil et que ça leur avait jamais posé de problème. Sauf que ça veut dire quoi, ne pas poser de problème ? Comment être sûr que les insomnies régulières, les coups de barre de 15 heures, la prise de poids inexorable ne sont pas liés à cette mauvaise habitude matinale ? Les effets délétères du café se jouent sur la durée, sur l'équilibre métabolique global. Un équilibre qui se joue sur de nombreux facteurs à optimiser, depuis l'alimentation bien sûr, jusqu'au sommeil, au mouvement, à l'exposition à la lumière ou au contact avec la nature. Idem pour le jeûne le matin. Ce n'est pas parce que tu as perdu du poids en sautant le petit déjeuner que ça fonctionnera toujours. Nos corps changent, et ça n'est pas sale, comme dirait Diffoul. Toute notre vie, puberté, grossesse, préménopause, ménopause, les bouleversements s'enchaînent et notre équilibre hormonal varie avec des impacts énormes sur notre corps et notre cerveau. À partir de la quarantaine, notre résistance à l'insuline augmente peu à peu et notre capacité à mobiliser l'énergie stockée diminue. Notre masse musculaire diminue, nos besoins en protéines augmentent. Notre niveau d'inflammation s'élève plus facilement et les hormones protectrices diminuent. Nous sommes plus sensibles aux variations hormonales et nos besoins nutritionnels changent. Parfois, réintégrer un petit déjeuner protéiné peut être une stratégie intéressante pour, là encore, contribuer à rétablir un peu l'équilibre sur la durée. Parce que, comme une voiture, notre moteur devient plus capricieux avec l'âge, plus sensible à la qualité du carburant. Et ce que notre métabolisme encaissait sans problème à 30 ans n'est plus forcément adapté à 45. Attention, on ne retrouvera pas le moteur de nos 30 ans en adaptant le carburant, surtout si pendant des années, on s'est obstiné à mettre un carburant inadapté au vieillissement du moteur. Mais en modifiant un peu la qualité de l'essence, on contribuera à entretenir un moteur qui tournera rond plus longtemps. Et puis il y a aussi ces pratiques délétères mais qui marchent. L'exemple typique, c'est quand j'explique que les gâteaux céto ou les produits de substitution ne devraient pas s'inscrire dans une alimentation quotidienne dans le cadre d'une perte de poids durable. Il y a toujours quelqu'un pour me rétorquer elle a perdu 20 kilos en faisant des gâteaux céto toutes les semaines et en mangeant un croissant low carb tous les matins. Et c'est génial, vraiment. Sauf que quand on creuse un peu, la personne en question n'a souvent pas résolu ses problèmes d'addiction qui en font la candidate idéale à la reprise. C'est typiquement le genre de profil que je retrouve ensuite dans mon programme. Convaincus par l'intérêt de la réduction des glucides, ces personnes ont repris quasiment tout leur poids perdu en keto Instagram parce qu'elles n'ont pas instauré une hygiène alimentaire globale. Idem pour le jeûne intensif, qui tient plus de la punition que de l'hygiène de vie et qui ne permettra pas de retrouver un rapport apaisé avec la nourriture à long terme. Ou encore les problématiques de compulsion qui sont étroitement liées à l'inflammation qu'on entretient savamment en consommant des produits hyper transformés dont on se dit qu'ils ne posent pas de problème puisqu'on perd du poids. La perte de poids ne se joue pas sur la restriction, mais sur la relance et le rééquilibrage du métabolisme, d'une part. Et aussi, et j'ai envie de dire surtout, sur la mise en place d'une hygiène alimentaire saine, dans laquelle on a aussi veillé à apaiser sa relation à la nourriture pour qu'elle retrouve sa juste place, le moyen de nous fournir un carburant adapté.
pour installer une perte de poids durable, il ne s'agit pas juste de trouver ce qui va permettre de perdre du poids, là, maintenant, tout de suite, mais surtout d'installer ce qui va permettre de ne pas le reprendre sans avoir l'impression d'être au régime toute sa vie, sans exploser en plein vol, faute d'avoir résolu ses compulsions. Et pour ça, il faut être capable de comprendre que ce qui a fonctionné un jour ne fonctionnera pas forcément toujours, de réaliser que ce qui marche pour perdre du poids maintenant peut être délétère demain sur un plan physiologique ou psychologique, et donc de réfléchir à mettre en place des actions durables qui contribueront à un meilleur équilibre global, même si les résultats immédiats ne sont pas forcément tangibles. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, tu peux consulter mon site lesassiettes.fr. Tu trouveras des informations, des ressources et des recettes pour mettre en place une alimentation réduite en glucides sans prise de tête. Pense également à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires. À bientôt!